Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce 6e rendez-vous de l'été, le best-of de d'entre vous et moi avec les meilleurs moments de nos invités, avec Véronique Sousset qui est une ancienne directrice de prison et qui nous raconte la prison vue de l'intérieur, l'humain derrière les barreaux. Également Claire Gironimi qui a été victime d'un viol et qui aujourd'hui nous raconte son chemin vers la résilience. Jean-Pierre Foucault qui va évoquer la notoriété, pas toujours facile à gérer. Également l'imitateur Éric Barre. Icare aussi, comme vous l'avez rarement, peut-être jamais entendu, Icare qui nous parle de sa vie, de haut et de bas. Et tout de suite Fanny Verrac, elle est animatrice de l'émission Le Big Deal et elle ne s'est jamais livrée, Fanny, sur cet épisode de vie qui l'a fait souffrir et qui aujourd'hui lui permet d'être cette femme heureuse et épanouie. C'est le 6e rendez-vous best-of d'entre vous et moi, il est pour vous, n'hésitez pas à nous laisser vos petits messages, à liker, à partager ces grands moments qui nous touchent et qui sont votre émission entre vous et moi. C'est notre communauté à nous. Je vous embrasse. D'autant qu'au même moment, ton mari prend sa retraite du rugby, de son métier de rugby. Et là, vous vous dites, on va tenter le tout pour le tout. Ouais. On part à Ibiza. Nouvelle terre, nouvelle impulsion, nouvelle énergie. Avec le cœur, encore une fois. Mais j'allais dire que c'est ta libération à toi, mais le début de la fin d'une histoire aussi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est encore une fois très drôle parce que quand il a arrêté sa carrière, mon souhait, c'était de venir vivre à Paris. Parce que je voulais reconstruire ma vie parisienne et aller vers où je n'étais pas allée et pousser ma carrière artistique comme j'ai jamais pu le faire finalement. Et il a refusé. Il m'a dit, je veux partir ailleurs. Donc, je dis, ok, on ira à Ibiza. Parce que je voulais aller à Ibiza. Parce que mon cœur me disait qu'il fallait aller là-bas. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais je devais aller là-bas. Et donc, on est parti là-bas en essayant de reconstruire quelque chose. Finalement, on n'a pas réussi parce que finalement, je pense que cette île, elle est particulière parce que c'est une île pleine d'énergie où les gens retrouvent leur liberté. Et c'est pas, je ne suis pas la seule à avoir vécu une séparation là-bas. Il y a vraiment une énergie spéciale là-bas. C'est pas le côté clinquant d'Ibiza. Pas du tout. C'est pas les boîtes de nuit, non, pas du tout. La jet set. Non, c'est vraiment ce côté d'Ibiza énergétique, ce côté campagne finalement. C'est un petit peu, je suis un peu repartie dans mon enfance. Aller m'enfermer au fin fond d'une montagne, tu vois. Enfin, je suis repartie dans mon enfance. Et en fait, c'est cette énergie là-bas qui te rend ta liberté. J'ai dit, en fait, Ibiza m'a rendu ma liberté. Et lui n'a pas supporté cette île et est reparti très vite. Donc c'est assez fou quand même. Comme si l'île t'aspirait pour ceux qui ont envie et l'île te jette un petit peu pour ceux qui en ont moins envie, en fait. Et là, c'est le début d'un cauchemar. Clairement. Le début d'un cauchemar parce que y a des personnes qui n'acceptent pas de te perdre parce que ils te possèdent en fait et parce que tu n'es plus la personne qu'il a envie ou elle a envie que tu sois. Et donc du coup, c'est le début de cauchemar parce que on s'en prend à tout n'importe quoi pour arriver à te faire revenir alors que tu reviendras jamais en fait parce que tu n'es plus celle que tu étais avant en fait. Et on s'en prend surtout à ce qui est le plus cher dans ta vie, qui sont tes 2 petites filles. Voilà, bien sûr, on s'en prend à moi, mais moi ça marche pas, donc on va s'en prendre aux forces vitales en fait finalement. On s'en prend à ta vie, on s'en prend après à tes enfants, on s'en prend à tout le monde, on s'en prend à tous tes amis. Moi j'ai tous mes amis qui m'ont tourné le dos, tous. Toute ma vie d'avant a été comme si on avait balayé des années de vie comme ça, parce que une personne a envie de faire du mal et fera tout pour te faire du mal en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, je le prends comme quelque chose de beau parce que je me dis que j'ai rencontré d'autres personnes qui sont plus alignées à moi-même en fait. C'est pour ça que l'interview de Delphine Vespizer a tant résonné, puisqu'elle parle effectivement de cette emprise toxique, de cette maltraitance psychologique. Toi, c'est exactement le même mécanisme. Je l'ai été par beaucoup de monde. Beaucoup de monde dans ma vie, j'ai été maltraitée psychologiquement, mais j'ai laissé faire. Et ça, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Ouais. C'est que j'ai pas été une victime, je le suis plus, je l'ai été, mais parce que j'ai laissé faire et parce qu'on m'avait pas programmée à la réalité de la vie, tout simplement. Et c'est ce que j'offre aujourd'hui à mes enfants, c'est de les programmer à la réalité de la vie, sans perdre leur cœur, mais en se disant attention, tout le monde n'est pas fait pour être gentil,
Tout le monde n'est pas fait pour être bienveillant. Ça n'existe pas. On peut reprendre sa vie en main, Complètement. de victime à conquérante. Mais complètement. Aujourd'hui, j'en suis la preuve vivante. Franchement, il y a combien de fois où je me suis dit, mais ça y est, c'est bon, on arrête. Je laisse tout, j'en peux plus en fait. Je n'ai même plus envie d'être là. Il y a des moments où je me suis dit, j'ai plus envie d'être sur Terre en fait. Ça sert à quoi cette vie? Moi, j'aime les gens, personne n'aime. Enfin, j'étais dans un gouffre en fait où tu te dis, mais c'est quoi cette vie? Je veux pas ça, je connais pas ça en fait. Je peux pas en fait me raccrocher à ce genre de vie, j'aime pas. L'emprise. J'aime pas en fait, c'est noir, c'est méchant, c'est pas ça la vie. Et alors j'ai eu deux choix, c'est soit tu te reconnectes à l'amour et tu fonces parce que t'as pas le choix en fait. Et heureusement que mes filles étaient là. Ouais. Vraiment, Nous heureusement sauve. qu'elles étaient là, heureusement que ma maman était là, heureusement que mes amis très proches étaient là, parce que ça m'a permis d'avoir un petit soupçon, je fais ça, un petit soupçon de lumière en me disant « Non, reste là encore, t'as des trucs à accomplir, continue, fonce, tu vas y arriver. » Même si, vous allez le voir, hein, même si la blessure est très forte. Je me suis séparée de mon mari, j'ai tout perdu, sans logement. Je suis passée de maman solo à maman qui se bat pour récupérer la garde de ses filles. Parce qu'il est parti avec vos enfants. C'est pire que ça, c'est la justice qui fait pas son travail en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats aussi pour toutes ces mamans qui sont en fait aliénées par cette emprise du papa. Et en fait, la justice prend la défense de ces papas, alors que ces mamans, elles sont juste là pour défendre leurs enfants. Et quand la justice, en fait, prend une décision de laisser des enfants à un papa, alors qu'une maman est tout à fait normale, et voilà, on se dit qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est l'emprise peut-être que ces hommes peuvent avoir? Et finalement, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, tu te retrouves dans un truc où plus personne ne te comprend. Et tu te dis, mais en fait, moi, ok, mais mes enfants, mes filles, elles ont souffert le martyre. Mes filles, elles sont marquées à vie par tout ça. Et aujourd'hui, c'est même pas une histoire de deux adultes, c'est l'histoire de deux enfants qui se sont construits avec cette blessure, en fait. C'est dramatique. Comment tu expliques qu'à un moment, l'emprise de l'autre est tellement forte qu'elle rend invisible finalement l'autre personne, y compris aux yeux de la justice, en se disant les enfants seront mieux avec leur père parce que probablement que la mère n'est pas capable. Je pense qu'en fait, c'est pas une histoire d'emprise, c'est une histoire de manipulation intelligente. C'est arriver à trouver les bons mots avec des avocats peu scrupuleux, ou voilà, c'est arriver à trouver des mots qui permettent de prouver à un juge qui lui est là en tant que neutre, qui connaît... Statuer. Voilà, pour statuer, il fait rien de mal le juge. Hein. Mais en fait, à travers les mots d'une personne et à travers les mots d'une autre personne, on va réfléchir intelligemment. Et moi, comme en fait, j'ai jamais manipulé, j'ai jamais réfléchi à ce que ça pourrait être, mais je réfléchissais avec le cœur. Moi, je suis arrivée avec un dossier un peu plus basique, voilà, une mère, un papa, machin, la facilité des choses, voilà. Je vais pas manipuler, je vais pas sortir des choses qui n'existent même pas, mais en fait, on se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, et on essaye d'enfoncer l'autre en la faisant passer pour pour folle, pour machin, pour truc. Et en fait, c'est ça, c'est cette manipulation intelligente qui fait qu'on peut en arriver là aujourd'hui. Mais je pars du principe que l'amour gagne toujours. Aujourd'hui, j'ai mes filles. Alors, j'en suis passée par des choses extrêmement douloureuses. Oui, tu as récupéré mais j'ai la garde récupéré des mes filles. enfants. Et pas avec la justice. Avec mon amour. Tout simplement. Elles ont choisi. Elles avaient choisi depuis bien longtemps. Mais le fait, en fait, d'arrêter de se battre et de dire aujourd'hui stop, en fait, je veux plus me battre. Ces gens-là aiment qu'on se batte, en fait. Ils veulent nous prendre notre lumière. Ils veulent juste la bataille, la noirceur. Et moi, j'ai dit stop, je veux plus me battre. J'ai plus envie de me battre. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? Moi, je me bats plus. C'est l'amour de mes enfants et mon propre amour. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Et en fait, plus tu es dans l'amour avec ces gens-là, plus ils s'éloignent. Et ça, c'est une réalité. Alors, si je peux apporter vraiment un message à toutes ces mamans, c'est arrêter de se battre contre quelqu'un, mais se battre pour ses enfants et se battre pour soi-même. Et là, ça change beaucoup de choses, en fait. Voilà.
Comment tu as vécu ces moments où justement tu passais pour la maman hystérique, folle et sans enfant pendant un laps de temps? Comment justement tu retrouves l'appel de l'amour qui te dit ne t'inquiète pas, la vie va s'aligner avec qui tu es? La foi. Franchement, t'as que ça. À ce moment-là, tu te raccroches qu'à ça, en fait. Parce que moi, quand on m'a enlevé mes enfants, je sais pas, on m'a enlevé mes 2 bras, mes 2 jambes, mon cœur, on m'a tout enlevé, en fait. J'étais dans un... Enfin, tu vois, c'est encore lourd en moi, tu vois. C'est un truc, tu peux pas faire ça à une maman. C'est impossible, en fait. Ça te détruit, et puis tu peux pas faire ça à des enfants. Moi, je m'imagine ce que j'ai vécu, j'en parle, mes filles aujourd'hui, elles en parlent, mais c'est traumatisant pour toujours. Et la seule chose qui m'a raccrochée à la vie, c'est la foi. J'ai prié, j'ai aidé les gens. Je suis rentrée à Paris justement pour être un petit peu proche de mes enfants. Et j'avais le droit de les voir un week-end sur 2. C'était lunaire. Je m'en suis occupée toute ma vie, âge 24. Et là, d'un coup, un juge te dit, tu verras tes enfants un week-end sur 2, sans raison. Tu te dis, tu les vois, c'est traumatisant. Donc en fait, je me suis dit, il faut que je me raccroche à autre chose en attendant pour être en joie quand je les vois et surtout les soutenir elles aussi, parce qu'elles ont besoin de soutien de leur maman. Si elles voient leur maman s'enfoncer, qu'est-ce qu'elles vont faire? La même chose que moi. Elles vont se mettre sous contrôle et après elles vont vivre exactement la même vie que moi. Donc non, là montre-leur en fait que t'es une battante et qu'une femme c'est une battante. Une femme elle est là pour avancer et que tu vas te battre pour elle. Donc j'ai essayé d'avoir la force d'être là pour elle et la foi m'a beaucoup aidée. Je suis allée à l'église tous les jours prier, je me connectais à mes anges. Enfin, ce côté très spirituel m'a beaucoup aidée. Et puis aussi ce côté ancrage à la terre où j'ai pris soin de moi à ce moment-là. Je ne me suis pas laissée en fait. Je ne me suis pas dit je te laisse de côté et je vais me battre. Non, c'est je prends soin de moi et je me bats. Et ça m'a sauvé la vie. Tu penses que cette épreuve-là devait t'arriver? Oh oui. Elle a un sens? Oui. Au-delà du traumatisme? Oui. Aujourd'hui, elle a un sens. J'ai une blessure qui est en train de se refermer doucement. On apprend voilà, à avoir une relation un peu plus saine avec le père de mes enfants, malgré que c'est compliqué. Mais moi, avec ma relation à moi-même, ce traumatisme et cette étape de ma vie la plus difficile que j'ai pu vivre m'a consolidée et m'a ancrée définitivement dans la vie en fait. Aujourd'hui, je sais. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'amour. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui manipulent. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens méchants. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a aussi des gens gentils. En fait, j'arrive aujourd'hui à savoir qui j'ai en face. Et j'arrive aujourd'hui à me dire, le jugement des autres, je m'en fous. Mais alors d'une force. La vie des autres, je m'en fiche. Ce que les gens pensent, voilà, la vie c'est la même chose, je m'en fiche. En fait, aujourd'hui, je vis dans un truc où c'est moi, je donne, et en fait, on me donne, tant mieux. On me donne pas, je trace mon chemin. Est-ce que tu es en train de réaliser que le verrou là, que tu es en train de faire sauter à l'instant T en nous parlant, en libérant cette parole, c'est la première fois aussi que tu le fais? Oui, et là en fait je suis en train de me dire, merde, qu'est-ce que j'ai dit? Mais je crois que oui. Il faut que ça se fasse. Ouais, je pense qu'il faut que ça se fasse, et je pense que j'ai besoin de libérer aussi cette parole-là, parce que les gens aujourd'hui, quand ils te voient sur les réseaux sociaux, tu vois, enfin, tu me vois sur Instagram, tu te dis, oh non, mais elle a une vie de fou, ouais, ça avait l'air trop compliqué sa vie. En fait, j'ai envie de libérer ça. Oh oui. Parce qu'en fait, j'en ai marre qu'on se dise, c'est une belle femme, elle a tout pour elle. Mais non, c'est pas vrai en fait. Elle a une vie de fou, c'est pas vrai. En fait, tout ça, je l'ai construit et j'ai traversé des étapes un peu plus difficiles pour en arriver là. Et j'ai envie de libérer cette parole-là pour aussi, peut-être c'est pour aussi dire voilà qui je suis en fait. Et sans aucunement vouloir faire du mal aux autres, c'est mon histoire en fait. Je suis pas là pour faire du mal ou pour tu vois, aller critiquer les personnes qui m'ont entourée, etc. Mais c'est mon histoire. Et mon histoire, je dois la raconter en fait. Et entre vous et moi, c'est justement ce qu'on essaie aussi, nous, de faire découvrir chez les gens. C'est-à-dire que sous un sourire, sous une... Souvent, les beaux sourires cachent. Souvent sous un beau sourire,
il y a une humanité qui a souffert, Mm. et c'est comme ça. Et c'est aussi ce qui permet au sourire d'être aussi lumineux. C'est vrai. Merci d'être Merci aussi, à toi, ça aussi franche. me libère, hein. Il y a un petit cadenas qui saute, comme tu dis. À ta place, il y a quelque temps, nous avons reçu le juge Marc Trévidic et qui disait l'humain, c'est le pire comme le meilleur. Je pense à cette phrase que tu mentionnes dans un de tes livres, le papa d'une petite fille massacrée et tuée, qui t'a dit que la prison serve à quelque chose. Elle sert à quoi, la prison? Oui, je dis aussi qu'un homme ou une femme ne se réduit pas à son acte, aussi terrible soit-il. Et je me souviens de ce père qui a une association d'enfants victimes, dont la petite fille a été tuée. Il sait que le meurtrier de sa petite fille est entre les murs, et il a cette phrase, mais qui est restée comme un tesson d'émotion. Il m'a dit « Dites-moi que cet homme ne fait pas rien de son temps, dites-moi qu'il en fait quelque chose de cette prison. » Et j'ai trouvé que, waouh, c'était tellement fort et c'était tellement l'honneur avec un grand H. Et je me suis dit, c'est ça, il faut que la prison serve à quelque chose. Non pas que la peine s'exécute, j'allais dire, comme ça, en dessinant les barreaux d'une prison sur le mur, et que les années s'écoulent, mais que vraiment l'administration pénitentiaire, on permette aussi à ces personnes d'exécuter leur peine de manière à ce que collectivement, c'est du travail en équipe, eh bien, ça serve à quelque chose, en tout cas, ça serve à pouvoir revenir dans la communauté des hommes. Il y a un mot que tu avais partagé avec un détenu qui allait sortir, et tu lui as dit non, je n'ai pas confiance en vous, mais j'ai la conviction que vous pouvez transformer votre vie. C'est important, ça. Oui, c'est dans Fragments de prison, et je fais le portrait de ce monsieur B qui sort et que j'accompagne pour rencontrer un futur employeur. Et comme il est aussi condamné à perpétuité, qu'il n'est pas prêt de sortir, eh bien, ça ne se bouscule pas pour l'accompagner. Donc, évidemment, le juge d'application des peines a besoin de quelques garanties, et donc j'accompagne ce jour-là un surveillant pour le sortir. Et quand je lui indique que je vais l'accompagner, eh bien, j'allais dire un peu comme on pourrait être dans une relation ordinaire, il me dit je vous remercie de votre confiance. Et je lui dis non, en fait, il ne s'agit pas de ça. Je ne vous fais pas confiance. Je suis convaincue qu'en fait, c'est important et que c'est de la première pierre à l'édifice de votre liberté que vous allez construire petit à petit, et que si on ne vous permet pas de rencontrer un employeur, alors on ne pourra pas vous dire que vous n'avez pas fait en sorte de trouver du travail pour l'extérieur. En fait, il faut se garder de tout affect en prison. C'est pas le lieu des affects. Voilà, c'est pas le lieu des affects. Et c'est pas non plus, évidemment pas, un métier pour être aimé. J'ai la chance de l'être ailleurs, et il faut se méfier des affects. Je pense que c'est le plus grand danger quand on travaille en prison. En prison, tu l'écris, on apprend à parler. Substituer le langage des mots à celui des points. Le prisonnier retrouve sa voix, celle qui parle sans hurler, celle qui demande sans menacer, celle qui répond sans vociférer. J'ajouterais, comme le dit Marguerite Duras, écrire, c'est hurler en silence. C'est quoi cette parole que tu essaies de nouer avec un homme ou une femme qui a commis le pire, que certains nomment un monstre ? Je pense que la prison permet effectivement non pas de redonner la parole, mais de réapprendre à parler. Parce que souvent, le passage à l'acte, c'était aussi quelque chose de l'impossible à exprimer. C'est long, c'est-à-dire que même si moi je n'ai pas rencontré des monstres, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont commis des faits monstrueux. Parfois, la rencontre, elle ne se fait pas. Elle ne se fait pas parce que c'est pas le moment, parce que c'est pas le bon temps. Et là, effectivement, on a beaucoup de mal à se départir des faits. C'est vrai. Mais il faut laisser passer ce temps-là. Et puis, ensuite, peut-être passer la main à d'autres, parce que on va être justement pris dans des affects ou plus sensibles, on ne va pas pouvoir échanger. Mais moi, je me dis, quel est le plus petit dénominateur commun entre nous ?
voilà, c'est ce que je recherche. Eh bien, c'est cette part d'humanité qu'on va essayer de rechercher et de reposer. Qu'est-ce qui reste de cette part d'humanité, puisque c'est notre plus petit dénominateur commun. Voilà, parfois c'est plus ardu. Et je me suis parfois levée fâchée en me disant ça ne sera pas pour aujourd'hui. Bah ouais, ça fonctionne pas tout le temps. Hein. Un détenu qui secoue la bouche avec du fil dentaire et une aiguille qui l'a subtilisé. On fait quoi? Il est devant toi là. Il a fait ça. Oui, alors on se dit, quelle violence quand même. Quelle violence ce métier. Ça veut dire quoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il te le montre? Pourquoi tant de... Parce que c'est lui qui décide. Voilà, parce que c'est lui qui décide quand est-ce qu'il parlera ou pas. Bon, effectivement, en plus, c'est quelqu'un qui avait une espèce de logorée verbale. Et donc, peut-être que finalement, il se défendait aussi. Il aurait peut-être fini par dire que c'était bien lui qui avait commis tous ces vols. Parfois, on est obligé d'avoir un tout petit peu, on pourrait dire du cynisme, mais de prise un peu de hauteur, parce que c'est quand même, oui, c'est un univers assez violent quand même. Hein, c'est violent. En quoi ces personnes-là qui, alors qu'elles sont arrêtées, alors qu'elles sont emprisonnées, continuent leur posture finalement inhumaine, en quoi méritent-elles d'être aidées? C'est une mission de service public. Voilà, c'est la garde, la sécurité, la réinsertion. C'est une mission de service public. C'est une exigence qu'on a envers eux aussi en disant, à un moment donné, vous allez arrêter de vous comporter comme ça. Enfin, à un moment donné, voilà, vous êtes là pour exécuter une peine. Moi, je me souviens de gens qui se plaignaient. Écoutez, on n'est pas venu vous chercher, quoi. Bon, à un moment donné, oui, bon, ok, vous êtes là, c'est désagréable. Oui, bon, mais à un moment donné, il y a des victimes, il y a des parties civiles. Je ne parle pas des criminels, là, je parle vraiment des délits commis. Bon, mais je me souviens aussi d'un criminel que je ne citerai pas là, mais quelqu'un qui était connu et qui, en arrivant à la maison centrale de Saint-Maur, avait quand même trouvé que l'orientation de la cellule n'était pas vraiment la bonne pour avoir de la lumière le matin, et bon, la peinture était un peu écaillée. Eh bien là, je l'ai vu. Je peux vous dire, je pense qu'il s'en souvient de cette rencontre. Ça n'a vraiment pas été la bonne. Donc je lui ai dit que c'était insupportable et que, en tout cas, avec cette attitude, eh bien, s'il avait besoin de rien, il pouvait compter sur moi. Donc je sais aussi tenir ce genre de discours. Comment tu te sens aujourd'hui? Alors aujourd'hui, alors il y a des périodes où ça va moins bien, mais j'avance. J'ai réussi à vraiment avancer et ce qui me porte, c'est le fait d'avoir tous ces projets, justement d'avoir créé mon podcast et mon association qui s'appelle Éclat de Femmes pour aider toutes ces victimes. Et c'est ça aujourd'hui qui me porte, où je me dis, en fait ça m'est arrivé à moi, peut-être qu'au final c'est que je vais pouvoir faire bouger les choses parce que j'ai eu la force de pouvoir en parler, j'ai eu la force de pouvoir prévenir et je le vois, le fruit de mon travail où j'ai beaucoup de victimes qui me contactent, où ça leur fait du bien de parler avec moi et je vois que je commence à pouvoir les accompagner au mieux. Transformer l'horreur en combat, c'est ça. ce que tu fais dans ton podcast, Éclat de Femmes, dont tu viens de parler. Tu dis ce n'est pas une honte de témoigner et de porter plainte pour agression sexuelle. Parce que tu l'as ressenti ça, cette honte? Je pense que dans le milieu privé, oui. Dans le milieu privé, on peut le ressentir. C'est une honte. Parce qu'après mon agression, du coup, j'ai quitté mon petit copain de l'époque. Et bien sûr, quand on croise des hommes, forcément, il y a cette honte de se dire, en fait, il y a quelqu'un, une personne extérieure qui m'a touchée d'un point de vue intime. Et du coup, ça peut refroidir certaines personnes. Et puis, c'est quand même quelque chose qui est très, très lourd à porter tous les jours. Il faut pouvoir l'assumer, il faut pouvoir vivre avec. Même quand j'étais dans mon ancien travail, je le voyais. Il y avait toujours ces regards un peu de pitié, des choses qui étaient c'est assez lourd à porter. Et oui, ça pouvait être une certaine honte, entre guillemets. Donc, c'est aider l'autre, ton autre. Et que te disent ces jeunes filles? Ces victimes, elles me disent merci de témoigner. Déjà, merci de pouvoir prendre la parole et d'éveiller certaines consciences. Et elles me remercient même vraiment d'en parler en public parce que elles me disent que grâce à moi, elles vont pouvoir aller porter plainte, qu'elles n'ont pas osé et qu'elles se sentent justement moins honteuses.
moins honteuse d'aller en parler, moins honteuse de porter plainte aussi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très beau. Parce qu'il y a aussi quelque chose de très important à souligner, c'est qu'au-delà de l'horreur, de l'acte criminel, on oublie que être victime, ça coûte cher. 35 000 €. Ouais. Les coûts juridiques, administratifs, psychologiques. Et toi aussi, c'est ton combat d'aider financièrement ces victimes. Je pense que tu veux mettre en place un fonds, c'est ça, d'indemnisation? Oui, c'est ça. En gros, avec LADFAM, le but, c'est d'aider financièrement les victimes sur l'aspect justement juridique, psychologique, administratif, parce que aujourd'hui, l'État ne nous accompagne pas du tout. Alors oui, il y a des aides juridictionnelles qui sont mises en place, il y a des avocats commis d'office, mais encore une fois, si une victime ne veut pas avoir un avocat commis d'office et préfère avoir son avocat, des fois c'est très compliqué, elles sont totalement perdues et d'un point de vue aussi psychologique, il n'y a aucune aide. Moi, je suis sortie du commissariat avec une feuille A4, avec les effets entre guillemets secondaires que j'allais avoir pendant les prochains jours, donc bipolarité, perte de mémoire, trou noir, etc. Et je me dis, mais si on n'est pas accompagné, en fait, comment on peut faire pour s'en sortir? Et le but, c'est vraiment d'aider ces femmes à pouvoir avoir le meilleur encadrement possible. Donc avec l'association, on a un pool d'avocats et de psychologues qui me permettent en tout cas de les accompagner au mieux. Tu as repris le travail aujourd'hui? Alors non, j'ai plutôt quitté mon travail. J'ai repris mon travail au bout d'1 mois après mon agression. Comme je te le disais, je faisais du conseil en finance. Et en fait, au début, j'étais en mi-temps thérapeutique. Et ils m'ont un peu poussée à bout jusqu'à me mettre en temps plein. Parce qu'en fait, c'est comme demander à une personne handicapée de monter l'Everest. C'était pas possible et en fait, j'ai totalement craqué. Je pense que j'ai fait un burn-out aussi en même temps. Du coup, je suis partie au mois de juin, justement pour me consacrer à 100% à cette association et au podcast. Parce que ton viol, qui a duré 30 minutes, tu le portes à vie. Exactement. Je pense qu'on n'oublie jamais... oui, c'est 30 minutes, mais en fait, on n'oublie jamais 30 minutes d'horreur. Quand on frôle la mort, quand on est touché au plus profond de soi, dans l'intimité de soi, c'est très compliqué de se détacher de ça. Tu vis dans le même appartement? Oui. Je n'ai pas voulu déménager. J'ai pas voulu déménager pour montrer à mon agresseur que c'est pas lui qui m'a brisée, c'est plutôt... c'est pas à cause de lui que en fait, je vais commencer à déménager, à fuir. Donc aujourd'hui... C'est toi qui as permis son arrestation. Exactement. Et il m'a pas détruite en fait, c'est surtout ça. C'est pas parce que je me suis fait agresser dans ce hall d'entrée où je passe 5 fois par jour que en fait, ça va me bloquer et je vais devoir déménager. Ton procès? Alors le procès, la justice enfant, c'est très longue. D'autant plus qu'on est 2 sur le procès, donc ça prend 2 fois plus de temps. Donc je pense que ce sera d'ici entre 2 et 5 ans. C'est très très long. Dans quel état d'esprit tu es? Tu vas le revoir dans le box des accusés? On m'a proposé d'avoir une confrontation avant le procès, etc. Il y a beaucoup de victimes qui refusent. Et moi, je veux absolument, justement, l'avoir cette confrontation, juste pour vraiment lui montrer que c'est lui qui a perdu. Et que c'est moi qui ai gagné. Et qu'aujourd'hui, c'est lui qui est derrière les barreaux. Et que c'est sa vie qui est détruite aussi. Et que, moi, j'ai réussi à me reconstruire. Et j'ai hâte de cette confrontation, ouais. Et j'ai hâte après du procès aussi. Et tu l'aimes, ta vie, malgré ça? Ouais. J'aime ma vie et... Alors oui, c'est dur. Et oui, il va falloir encore se battre et c'est OK. Il faut apprendre à vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec les douleurs. Il faut apprendre à vivre avec les échecs. La vie n'est pas toute belle aussi, mais c'est OK, ouais. J'aime ma vie et pour rien au monde, je changerai avec quelqu'un d'autre. T'y crois, toi, si je te dis ton père n'est pas très loin? Ah bon, j'y crois dur comme fer. Il veille? C'est lui qui me guide, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr.
c'est lui qui me guide. J'aurais bien voulu lui montrer. J'aurais bien voulu l'emmener sur mon petit bateau, parce qu'il adorait la pêche. Il n'avait pas de bateau. L'emmener pêcher. J'aurais bien voulu qu'il soit dans ma maison qui est au bord de l'eau, où on ne voit que la mer, etc. J'y pense souvent, mais je suis certain que c'est lui qui me guide, mais évidemment. Il y a ma tante à côté qui doit le dire, et puis ma mère maintenant. Voilà. Et de voir son petit garçon là, de 14 ans, quand il l'a quitté, le voir sur les plateaux de télé adulé par le public, parce que tu l'es. Je sais pas si ça l'émeut, mais enfin, et je pense qu'il doit pas être... Ma mère était contente. Ouais. Ah, ma mère était fière. Ma mère était fière. Elle allait d'ailleurs toujours faire le marché le lendemain de Sacrée Soirée. Comme ça, on était sûr qu'on lui fasse un petit commentaire, une petite réflexion. Mon père, je sais pas, mon père, il était assez froid, assez rigoureux. Alors, peut-être qu'il le pense, mais il ne l'aurait pas montré. Et toi, la notoriété, tu la gères comment? Bah, je l'ai cherché. Je l'ai cherché et je l'admets. Je l'admets. Quand on me demande un selfie ou une signature, j'accepte toujours. Parce que j'ai du mal à comprendre celles et ceux qui font des pieds et des mains pour être célèbres et qu'une fois célèbres, mettre un chapeau et des lunettes noires pour pas qu'on les reconnaisse. C'est absurde. Hein. Moi, je remercie tous les jours que Dieu fait le fait d'avoir obtenu cette notoriété grâce à mon travail, c'est vrai, mon travail, ma chance, mes rencontres. Talent. Peut-être un peu de talent aussi, mais surtout grâce à celles et ceux qui te font roi, hein, qui décident comme un seul homme de te regarder, ou de ne pas te regarder. Ouais. Ou de ne pas te regarder. Là, je viens de faire une émission où ils ont tous décidé de ne pas la regarder. Ben, c'est comme ça. J'en ai fait tellement où ils ont décidé de la regarder que, bon, c'est vrai que nous sommes déçus parce que nous avons tous travaillé énormément en direction de ce public, et comme un seul homme, le public a dit non, on ne veut pas. Et ben, c'est lui qui a toujours raison. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, c'est tant mieux pour la chaîne, parce que c'est un investissement lourd. Un programme de la sorte, c'est un investissement très très lourd. Mais c'est la règle du jeu. Ouais. Donc, cette notoriété, je l'admets, je vis avec, et je fais attention. D'ailleurs, moi, je vis maintenant chez moi, dans mon village, à côté de Marseille, où je suis un non-événement quand je vais faire le marché en short, en t-shirt. Bonjour Jean-Pierre, voilà. Hein. Et ça va, mais c'est plus la notoriété. C'est un carrien, parce que j'habite Carré-le-Rouet, comme les autres. Hein. Alors, Isabelle, elle est partie. Oui. la dame de l'ombre, La dame de l'ombre. voilà, qui t'accompagne depuis 30 ans professionnellement. Professionnellement, c'est mon assistante, oui. Voilà, qui nous dit, en fait, je pense qu'il ne se rend même pas compte du regard que l'on pose sur lui. Jean-Pierre, pour lui, il est un non-événement, exactement ça, Ah, ça. mais il ne se rend pas compte, au contraire, de ce qu'il diffuse. Ça te... Je crains qu'elle veuille une augmentation. C'était pas fait pour ça, je crois. Ouais. Je sais C'est pas. peut-être ça l'humilité aussi, non? Je sais pas. Hanouna m'avait dit Jean-Pierre Foucault, c'est le seul qui ne sait pas qu'il est Jean-Pierre Foucault. Ben ouais. Bon. Mais moi, je peux pas. Je suis comme ça. Je peux pas. J'ai du mal à le vivre. C'est ça. une denrée rare hein, à la télé. Peut-être. Ouais. Divertir. Sacrée soirée. Qui veut gagner des millions? Interville, les Miss France, tu en as parlé. Divertir les gens, ça veut dire quoi, Jean-Pierre? C'est un cadeau. Un cadeau que l'on m'a donné, la possibilité de divertir, de faire oublier les soucis du quotidien. Je pense que moi, les gens, quand ils s'assoient devant la télé, quand ils choisissent un programme, c'est pour oublier tous les tracas de la journée. Hein, et on les emmène ailleurs. Et c'est pas, tu restes chez toi, mais t'es ailleurs. T'es ailleurs, sacrée soirée, réveil, pleurer, qui veut gagner des millions? Ah, c'est cette question, Miss France. Mais non, je t'avais dit que ça serait elle, mais non, c'est pas elle. Voilà. Ils sont ailleurs pendant un certain temps. Et le fait de pouvoir avoir cette arme magique, hein, en quelque sorte, de dire, si vous venez avec moi, je vous fais oublier tous vos tracas du quotidien. Ah ben, ceux qui viennent, ils oublient tous leurs tracas du quotidien. Et je pense qu'ils sont pas mécontents. C'est ce que tu as fait toi, de ta vie? C'est ce que j'ai fait moi de ma vie. Ah oui. Mais si j'avais pas, si j'étais resté sur le premier gros tracas, pour employer le même mot, du 22 février 62, je serais peut-être plus là, puis je serais renfermé, je serais malheureux comme des pierres. À partir de cette date-là, j'ai décidé de m'ouvrir, au contraire. Parce que derrière ce sourire inébranlable, cette bonhomie, il y a
Il y a quand même, ouais. J'avais fait un bouquin qui s'appelait Le sourire aux larmes. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais je préfère oublier tout. Moi, j'y pense, moi. Mais je ne partage pas mes pensées avec mes proches. Non, non. Moi, je pense à mon père, à ma tante tous les jours, à ma mère, etc. Mais c'est pas utile que j'en fasse état auprès des proches. Ils ont déjà assez de soucis comme ça avec moi. Et pourtant, tu as décidé d'en parler de ton papa. Oui. Ce que tu n'as pas fait au début, en fait. Non, hein, non, c'est parce ça que je voulais pas qu'on dise il parle de ça pour asseoir sa notoriété. J'ai décidé d'en parler une fois que la notoriété était acquise et qu'on ne puisse pas dire il se sert de ça pour. Non, non, non. J'avais pas besoin de ça pour être connu puisque j'étais connu et très connu. Hein. Donc j'ai décidé d'en parler pour prouver justement à celles et ceux qui peut-être subissent les mêmes, comment dirais-je, les mêmes tracas, le mot est faible, qu'on peut mettre ça de côté et peut-être continuer à avancer et s'en sortir. Hein. C'est un beau message, en tous les cas. Je le partage avec mes enfants. Merci. Parce que tu as même lancé un défi de 365 voix Ah oui, c'est sur vrai. une année. Sur TikTok. Je te fais te faire un petit jeu. Donc, parmi ces 365 voix, je ne vais pas te demander toutes, hein, si je te dis du tac au tac, de passer quelques secondes comme ça, Pascal Obispo. Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça autour. Luis Mariano. Ah, Luis Mariano, je pensais à Louis Armstrong. Luis Mariano. Louis Armstrong, si tu veux. Mexico, Mexico. Louis Armstrong. I see streets of green, red roses too. I'm seeing them bloom. Mais Gims, on dit plus Maître Gims. Alors, elle ressemble ton nom de Bella. Les gens de coin ne volaient pas la Sheila. Elle faisait trembler tous les villages. Ok, Serge Lama. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Vianney. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es où? Alors, Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Tu écrases un truc là, on le dit pas parce que c'est dans le spectacle. Grégoire qu'on a reçu. Oh Grégoire, mon Dieu. Alors attends, alors Grégoire, je m'en excuse. Hein. Je suis taquin avec Grégoire. C'est parce que quand il a un peu une faciès un peu comme ça, j'ai l'impression qu'il force. Et donc je prends toujours l'image de dire qu'il fait un canard, qu'il a un peu les problèmes de gastrique. Et genre, toi et moi et nous et tous ceux qui le veulent, allez, vas-y, on ne fait pas la gueule, allez. Voilà. Mais je l'aime, parce que je le dis dans le spectacle, j'adore ses textes, j'adore sa musique. Mais c'est ça aussi, l'humour. Mais c'est ton un spectacle. Je le taquine gentiment. J'aime pas mettre Non. mal à l'aise ceux qui me donnent la chance d'être sur scène. Alors, Aurel San. il paraît que tu Ok. fais ça. Ok, moi je fais Aurel San, c'est vrai que je fais Aurel San. Dehors, si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Ok, voilà. Ça va? T'es pas trop déprimé là? Allez, on finit par mes deux chouchous. Brel. Ah, ne me quitte pas, il faut oublier, on peut s'oublier, qu'il s'enfuit de gens, oublier le temps des malentendus, que je garde dans mon nouveau spectacle. Waouh, et il est comme ça. Ah, je l'adore. Piaf? Alors Piaf, je l'ai enlevé de mon spectacle, Comment t'es... parce que même si on m'applaudissait fort sur Piaf, je trouve que c'était un peu trop caricature. Même moi, après, en réécoutant sur des vidéos d'amateurs, je l'entendais plus. Donc Piaf, c'était « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux !» Et le matin, c'est dur. Et donc, c'est pour ça que je l'ai un peu enlevé. Ce qui est génial avec Eric, c'est qu'en plus, il a une humilité telle qu'il écoute les critiques, j'allais dire, constructives en fait, de son public, qui lui dit « Ah là, faut encore travailler. » Et tu travailles tous les jours. Mais tous les jours, oui. Parce que, également, les personnalités que tu imites vieillissent. Ah purée, c'est nickel ce que tu dis. Effectivement. Je sais. Ils vieillissent. Et de deux, c'est que j'essaye d'évoluer la voix parce que j'ai aussi le fan club
Alors, je sais pas si tu vas en Bah parler. ouais. Tu vas en parler, excuse-moi. Bon, moi, je m'en vais. Je te laisse Excuse-moi. tout seul. Mais voilà, donc Ouais. j'ai évolué sur les critiques du public qui viennent m'écouter et aussi les critiques des Bon, fan club. fan clubs. Parce que sachez que ce monsieur a été validé par le fan club de Johnny Hallyday Oui, purée. et d'Elvis Presley. Lors d'une prestation, il y avait 2 personnes qui venaient des États-Unis. Ce n'est pas Elvis France, ils venaient des États-Unis et qui m'ont dit que c'était exceptionnel. J'ai dit waouh, bah, c'était touchant et j'avais du mal à croire parce que c'était à Reims. J'avais du mal à croire, dire est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? J'étais étonné. Et le fan club de Johnny qui n'ont pas été tendres avec moi au début, parce que moi sur mes réseaux je faisais Johnny. Et je trouvais que c'était nickel, parce qu'on me faisait que des éloges, avec que des standings à chaque fois en spectacle. Et je me faisais incendier. En gros, des messages un peu comme d'habitude sur les réseaux, où je suis mort 50 000 fois, tu vois. Où il fallait vraiment que je meure, vraiment, parce que je les faisais saigner des oreilles. Et donc, j'ai tout le temps amélioré. Mais Johnny Hallyday a eu plusieurs styles. Par exemple, sur Diego, en harmonique, c'est « Ok, laissez pays !» où il force pas, il est très « Refrain pleine nuit !» Très, hop, avec le machin. Et le côté rock, mais il y a les côtés rock des années 90, les années 2000 et vers la fin enfin, avant qu'ils partent, il y avait la voix qui a complètement changé. Donc moi j'ai fait 90 et la dernière. 90 c'est Ok, ce pays fait plein nuit. Ça 90. Et vers la fin c'est Ok, et ce pays fait plein nuit. Beaucoup plus dans le nez, quoi. Parce que moi, j'aime bien faire les époques. Et j'ai eu la chance de faire, après je reviens en arrière, chez Drucker, j'ai eu la chance d'avoir eu la chance de parler presque 1 heure avec Charles Aznavour, seul à seul. Il est venu vers moi en me disant, il m'a parlé. J'avais les frissons à le dire. Hein. Parce que Michel, en répétition dans le studio, il a été bluffé. J'ai fait toutes les époques de Charles Aznavour. Hier encore, il y a 20 ans, où je passais de 10 ans en 10 ans. Hier encore, il y a 20 ans, jusqu'à la fin. Hier encore, il y a 20 ans. Et Aznavour a validé, a dit, mais c'est exactement ça. C'est vrai que j'ai évolué au fur et à mesure des années où je perds un peu, où je mets un voile dans ma voix. Et waouh, c'était magnifique. Remets-le. Ah, excusez-moi. Peut-être le tirer par derrière. C'est pas joli. Oh non, non, je veux Génial. pas, dis donc. Vous m'avez pas dit, j'avais pas de contrat pour ça. Ça va pas être coupé, ça, on va le garder. Alors, évidemment, tu parles de Johnny Hallyday et tu parles d'Aznavour. Sachez que c'est lui, la voix de Johnny Hallyday, dans le film éponyme Aznavour, fait par un grand corps malade d'ailleurs, hein, avec Tahar Rahim dans le rôle principal. Ben, c'est sa voix. Oh, c'est marrant que tu en parles, c'est vrai que je n'ai Rien pas que pensé ça. du tout à ça, c'est vrai. Énorme. Alors comment c'est venu? C'est incroyable. Sur Paris, j'ai une personne qui a créé toutes les musiques du Moulin Rouge, qui s'appelle Pierre Porte. C'est quelqu'un d'extraordinaire, il a connu le monde entier, la planète. Il a composé pour la planète. C'est dingue d'être son ami. Et il m'a dit, ça serait génial qu'on fasse un truc ensemble. Et donc il a fait son show de tout ce qu'il a composé. Grand compositeur. Hein. Et après, il m'a laissé une partie avec lui, piano-voix, donc du Aznavour, du Lama et Beko. Et il y avait dans la salle la personne qui gérait les talents pour des films où il y a de la musique et de la chanson. Et elle m'a contacté 2 jours après en me disant, voilà, on est dans un film, Aznavour, machin truc. Est-ce que ça vous dirait de faire la voix, de faire le casting de la voix de Charles Aznavour? Je dis, bon, moi je pensais que c'était un bluff. Et 1 heure après, on m'appelle, je dis, ben oui. Et je lui ai envoyé les maquettes, mais le problème, c'est que je suis tombé aphone à cause d'une angine. Donc j'avais plus la voix pour faire Aznavour. Mais dans un sens, Ça devait pas se faire. ça ne devait pas se faire. Et j'étais pas au niveau vocal de celui qui l'a fait, donc le comédien en plus. Tahar Rahim. Voilà. Donc il n'y a pas de. Mais j'ai fait Johnny Hallyday dans Oh tiens la nuit tous les deux jusqu'à la fin du monde. La voix jeune de Johnny. C'est un rêve. C'est lui. Voilà. C'est gentil. Et puis à 16 ans, la vie décide pour toi. Ou alors c'est toi qui décides pour la vie. Une chute en roller
après un saut mal réceptionné, une hospitalisation de 2 ans, enfin une Ouais, convalescence on de m'a 2 ans, hospitalisé un petit mois et après 2 ans en 2 ans de béquille. convalescence, voilà. Les plus belles années du lycée, franchement. Première terminale, une guitare. Que j'avais commandé en 3e, parce que Grégory Debeur, qui est pilote de ligne aujourd'hui, je l'embrasse, j'ai gardé contact avec tous les gens, il jouait de la guitare et toutes les filles le regardaient. Je me suis dit, bon. Et moi, j'étais tout petit et j'avais les pieds cassés, j'avais une jambe cassée. Je me suis dit, il faut bien que tu fasses. Et du coup, je commençais à apprendre à jouer Cabrel, parce qu'il était fan de Cabrel, Grégory Debeur, c'était mon idole, il ne le sait pas. Et donc, j'apprenais à jouer et j'étais tombé amoureux de Nadège. Ouais. Et c'est là que je commençais à faire des poèmes. À utiliser cet outil incroyable qu'est cette langue pour essayer de dire des choses. Et donc, tu apprends la guitare seule. Oui, en regardant, total c'était le autodidacte. début de YouTube, où c'était encore les formats carrés, là. Et je regardais les gars jouer de la guitare, et je regardais des acoustiques de Cabrel et Goldman qui chantaient en live Petite Marie, et Les Murs de poussière aux enfoirés, de Cabrel, chanté par Lenormand, Bruel, incroyable, Garou, des gens que je rencontrerai plus tard. Et j'étais au Sénégal et je regardais ce qu'ils faisaient avec leurs mains, et j'essayais de remettre mes doigts là. Puis j'ai photocopié le dictionnaire d'accords d'un pote. J'ai regardé où ils mettaient leurs mains. Après, c'est des mathématiques. J'ai appris que le la mineur se jouait là et à la 5e case avec le son. Et c'est venu comme ça. Attends, l'ado qui regarde les enfoirés à la télé ne sait absolument pas, n'imagine même pas qu'il allait toucher du doigt, quelques années plus tard, ce monde-là. Je suis à 5000 km, 4222 exactement entre aéroports. Comment ça peut m'arriver? Je suis dans d'une communauté de gens qui ont été sauvés par la France, qui ont été emmenés dans un lieu sécurisé qui était le Sénégal. Je suis allé à l'école française, à l'école de la République. Mais moi, pour moi, la France, c'était, et c'est toujours, grand. Quand je suis arrivé là, mais cette civilisation, ce pays, toutes les civilisations, tout le monde a ses tares, tout le monde a ses problèmes. Mais c'est un grand pays. C'est un grand pays, vous imaginez tout. Quand je cours le soir aujourd'hui, je regarde les murs, je passe à l'île de la Cité, je dis, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a des gens qui ont fait ces ponts et qui n'ont pas fait que des ponts tristes. Ils les ont comme brodés dans le marbre, ils ont fait des statues. Genre, quand je cours, je suis émerveillé. Doré. Mais c'était trop loin, évidemment. Évidemment que tout ça était beaucoup trop loin. Et pourtant. Et pourtant. Tu dis que sans le savoir vraiment, c'est en tout cas en interligne dans ton livre, que c'est déjà le début de ta lente, longue et insidieuse descente vers l'ombre. Je suis un hyperactif enchaîné que l'on a réfréné et qui a traîné dans sa chambre comme un lion en cage, Icare, moi le brisé, moi le maudit. Et pourtant, c'est toi qui as fait cette chute en roller et toi seul qui l'as provoquée. L'autre n'existe que parce que nous le regardons. On revient à quelque chose de très Descartes avec la grotte aussi. Mais, oui, c'est moi qui ai sauté. C'est moi qui me suis fait mal. On m'avait enchaîné. Mais le on, c'est ce monde dont je fais partie. J'avais besoin de passer par ça. Aujourd'hui, je le sais. Mais sur le coup, j'étais assis à la maison. Il y avait, à l'époque, pour avoir une chanson de 3 mégas, c'était 4 heures. Pour télécharger une chanson. Ah ouais. 4 heures. Vous n'avez pas connu ça, vous, hein? 4-5 heures. Nous, et donc oui. j'étais là Les 4-5 vieux. heures assis à regarder le truc. Et j'avais rien. Ouais. J'avais des béquilles. Les copains étaient au foot, au tennis, à la plage, au surf. Et j'étais assis là, chétif, amaigri par cette immobilité et pas d'appétit. Et j'étais là. Et donc j'ai commencé à écouter des chansons. Et à aller creuser dans cette sensibilité-là. Il y avait les paquets de cigarettes de papa. Commençait à fumer en terminale. Et après la vie étudiante. Il y avait une colère? Oui, oui, bien sûr, il y avait de la colère. Parce que je croyais très, très, très fort en Dieu. Mais en Dieu comme quelque chose d'autre que moi. Comme une main au-dessus, comme un monsieur. Ça, c'est très juste, oui. Je le figurais comme quelqu'un qui allait décider que, tu sais quoi, toi, je vais te punir. Toi, t'es venu pour que je te punisse. Bah, on apprend, hein. Pourquoi tu me fais ça? Je suis gentil, j'ai jamais rien fait à personne. Pourquoi j'ai ça, là? Pourquoi tu m'emmènes là? Au lieu de me dire qu'est-ce que je vais faire de ça? Tu sais, la colère, la peur, la tristesse sont des ingrédients qui sont dans notre corps congénère. Aujourd'hui, je le sais, comme la joie, comme les choses positives, on les veut dans notre corps.
Les émotions positives, on les veut, mais les émotions négatives, qu'on considère être négatives, on ne les veut pas. Ah non, surtout pas. Mais c'est comme si je passais mon temps à mettre l'huile moteur dans le réservoir d'essence. En fait, je ne mettais pas les choses au bon endroit. Et ben, la peur peut me faire courir plus vite. La colère peut me rendre plus fort. Aujourd'hui, je le sais. Mais à l'époque, je ne savais pas. Tu continues tes études, puisque début des années 2000, tu passes le bac et tu vas continuer en MBA en finance. Tu travailles comme courtier dans une banque. Pas tout à fait dans une banque, c'était le truc. Ça, c'est sur Internet. Ah, ok. J'étais broker dans le trading de matières premières dans un open space. C'était pas une banque. C'est quoi un broker dans les matières premières? Voilà, tu as vu ça, il y a 2 écrans, il y a les matières premières, le cours des devises, j'ai 2 téléphones. Là, le cours du polyéthylène, genre de la matière première, monte. Là, il y a les gros industriels. On achète en grande quantité pour revendre en faisant avec le cours des devises pour générer du bénéfice. J'ai fait ça pendant 1 an. Trader, quoi. En gros, c'est un grand mot. Ouais. Ok. On a reçu Jérôme Kerviel avant toi. Voilà, eux, ils sont en banque. Eux, c'est les traders. Ah. Nous, on regardait ce qu'ils faisaient et on essayait de tirer profit des miettes de ce qu'ils faisaient, eux. Rien à voir avec ce petit bonhomme-là dont tu me parles. Hein. C'est assez hallucinant. Ça. Bah, il y avait beaucoup de contacts. Contrairement, eux, ils sont avec des chiffres. Nous, il y a des chiffres, mais il y avait des gens. Donc, tu parlais dans toutes les langues avec plein de gens et ça m'intéressait. Okay. Parce que j'étais au téléphone toute la journée avec la Chine, avec l'Espagne, avec l'Afrique subsaharienne. Et je parlais, et je négociais. Et c'était sympa 1 an. C'est un stage, quoi. Comme j'irais peut-être faire un stage à la gendarmerie. Ça irait 3 semaines. Et en même temps, tu joues dans les bars? De temps en temps. Dès que l'ivresse me donnait le courage de le faire. Déjà? Ouais, l'apéro. Dans les boîtes comme ça, apéro. À midi avec le client, le soir. Bah, c'est très français, hein, l'apéro. C'est dans notre culture. Hein. Ça fait 25 ans que je suis là. Et une bonne culture de l'apéro. On se rend compte que l'apéro est un problème quand tu ne fais pas une semaine d'apéro. Quand il te manque l'apéro. Et il n'y avait pas de vie d'artiste encore. Donc on prenait l'apéro, on sortait le soir avec les collègues, on faisait un peu la fête. Et ça rentrait normal. C'était normal au déjeuner d'aller prendre quelques verres de vin. Et c'est là, hein, c'est insidieux. Et je les voyais, ils se font ça depuis 50 ans, eux, mais tout va bien. Et puis tu l'évoques, hein, cette France que tu aimes. Ma famille très laïque, qui est attachée aux valeurs de la République. La France, cet écrin de l'excellence de toute personne qui parle français. Pourquoi tu es arrivé en France? Pour poursuivre des études, parce que mes parents voulaient absolument que j'ai un diplôme. Mon père, qui était autodidacte, n'en avait pas eu, il s'est fait seul, mais il me disait, si tu veux faire valoir ton savoir, il va falloir que ce soit avalisé par une structure solide, une université française. Donc voilà, ils m'ont payé des études, je leur suis reconnaissant à l'infini. À l'infini. Je suis arrivé en fac de droit. La première année, j'étais en école d'ingénieur d'abord. J'ai perdu 1 année et après, je suis rentré dans le rang. Mais il y avait toujours en filigrane je ne suis pas à ma place là. Je ne suis pas à ma place. Comme pas que le costume était trop étroit ou trop grand, il était juste pas à ma taille. C'était pas pour moi ça. C'était pas pour moi. Pour un fier papa peut-être aussi? Ouais, pour... quelque chose de tangible. Je cherchais, voilà, rester là et regarder les gens La France était un terrain de jeu, et elle l'est toujours, et c'est plus un terrain de jeu, c'est un terrain d'amour. Et j'aime ce pays, je veux qu'on m'enterre ici. On ne décide pas où on est, mais on peut choisir où on meurt. Et je sais aujourd'hui où est mon cœur, et je sais à qui je dois tout à ce pays. Je dois absolument tout à ce pays. Je voulais tellement en être digne que j'ai voulu en maîtriser le rudiment pour moi aujourd'hui qu'est cette langue. Je ne savais pas ce que j'en ferais. Je ne sais toujours pas demain ce que j'en ferai après ce disque. Parce qu'on est venu parler, voilà, on se rejoint là pour, entre guillemets, parler d'un album de chansons. Je ne sais pas ce que je serai l'année prochaine. Je veux servir. Je parlais de gendarmerie, j'en sais rien. Je parlais d'armée, j'en sais rien. Je ne veux pas me battre, donc ne me donnez pas une arme. Mais que vais-je faire de ça ? Merci d'avoir regardé ce best-of d'Entre vous et moi. Retrouvez-nous tout l'été en vidéo sur notre chaîne YouTube et également en podcast sur toutes vos plateformes. Continuez de nous laisser vos likes et vos commentaires pour faire vivre la chaîne tout l'été. On est ensemble.